Oulô, bonsoir chers amis, mais oui, je m'échauffe, c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine ensemble. On se quitte dimanche lors de la finale, avec dimanche un numéro spécial. La direction m'a dit, moi j'ai demandé 1h30 à la direction, et la direction m'a dit, tu peux même prendre 2 heures. Donc ça veut dire que dimanche, il va y avoir beaucoup d'invités, alright, qui vont se succéder. Donc, on est lundi. D'accord? Donc ce soir, comme tous les soirs, dans Rouleau, de 19h à 20h, nous recevons des invités. Nous ne pouvons parler de football parce que nous, c'est des chiens beaux, nous, c'est des malades à football. Et puis, nous avons une actualité à football qui n'est pas qu'arrêter. Ils ont l'actualité normale, sauf que l'actualité à football est plus souvent positive quand même. N'est-ce pas, Davy, que je reçois en tant que coéquipier? Ça va, ben écoute, oui, effectivement. Et puis, la dernière semaine, bon, on va essayer de toujours donner plaisir aux téléspectateurs. Et puis, bon, dimanche, moi, je ne serai pas là parce que j'avais déjà quelque chose, mais il y aura une petite surprise pour les gens qui nous suivent tous les jours. Eh ben voilà, c'est bien ça. C'est bien, on rappelle que Davy, il représente le Foot 5 et qu'il est aussi entrepreneur. Et juste à tes côtés, et puis je sais que tu aimes bien jouer attaquant quand je joue avec toi. Oui. Soit au Ankala, soit au attaquant. Mais parce qu'Ankala, on peut faire des belles passes. Et puis, voilà, on peut marquer des belles billes. Voilà, donc, mais le haut attaquant, il faut savoir que ni avec des gens ne peut pas marquer billes. Hein. Avec Bouga qui Bouga qui est juste à droite, oh là là. Bouga son stopper, mais non, Jimmy, ça se dit plus. Défenseur central. Bouga son défenseur central. Bouga aussi coach. Tout en étant joueur, pendant 3 ans, il a été coach de la section féminine. De qui s'agit-il? Il s'agit de Adi Assor Castri du Sporting Club de Bemao. Bienvenue, Bougamouin. Merci à vous de m'avoir invité déjà. En effet, pendant 3 ans, j'ai été entraîneur. J'ai commencé chez les jeunes, avec les petites sections, etc. Après, le football féminin m'a plu et maintenant, je baigne dans le football féminin depuis maintenant un petit moment, avec quelques titres aussi à la clé en plus. Donc, vas-y, dis-nous tout de suite, annonce la couleur, on aime les champions. On a été 2 fois, j'ai eu la chance de remporter le championnat féminin de futsal. Et cette année, on espère encore, c'est encore un peu en suspens, mais on espère encore qu'avec l'équipe de foot à 11 du Sporting et l'équipe de foot à 8, donc on a fini première, on espère avoir notre titre dans ces 2 sections. Quoi. Tu sais que je reçois 2 membres de cette équipe féminine ce jeudi. Je sais. Au courant tout le matin, c'est bien. Le club là a communiqué, c'est bien, la communication passe bien. Alors il y en a un autre avec qui la communication passe bien, même très bien, c'est notre historien. Mais oui, il fallait bien un historien quand même dans cette émission. Et quand on vous dit historien, vous comprenez, CG, tout de suite après sa présentation, on commence une rubrique qui s'appelle Euro History. Euro History sera présenté par un ancien joueur de la Guadeloupe, qui a évolué en Guadeloupe et que vous connaissez bien sur ce plateau. C'est la 3e fois qu'il vient dans cette émission. C'est monsieur René Berthelot. Bonsoir, merci Jimmy de me faire confiance. Et puis je suis content d'être sur ce plateau-là. Je retrouve Adi Robert. Quand j'étais plus jeune, je pensais que j'allais le louper, c'est le fils à Moïse. Donc je suis content d'être là avec lui. Et puis on va parler de foot, on va essayer d'être bon. Voilà, alors normalement il y a ton acolyte, Eddie Guépois qui aurait dû être là, le coach adjoint d'Arsenal. Donc il a dû avoir un petit empêchement, peut-être qu'il va arriver en cours de match, on ne sait jamais. En tout cas, s'il vient en cours de match, nous qui fait rentrer parce qu'elles sont bons joueurs, il ne faut pas laisser la touche. Alright? Eh bien, on va commencer tranquillement, vous saluant, chers téléspectateurs, en vous disant qu'il y a Yann qui est à la réalisation et qui est là aussi pour justement nous aider à faire une bonne émission. Une bonne émission qu'on va commencer tout de suite. Tu tenais, René, à parler un petit peu d'histoire parce qu'on trouve que c'est intéressant aussi que les téléspectateurs connaissent le football du 21e siècle, mais le football du 21e siècle n'a pas commencé au 21e siècle. Et surtout l'euro. L'euro a commencé en 1960 et c'est là-dessus qu'on va revenir. Parle-nous de la naissance de l'euro, René. Alors, c'est une grosse responsabilité que tu me confies là. Effectivement, la première édition, elle date de 1960. Mais ce qu'il faut savoir, on va un peu revenir sur quelques éléments de contexte. Il y a des éléments sportifs, parce qu'à ce moment-là, il y a 20 ans qu'on parle de créer cette compétition continentale. C'est les Français. Et que l'UEFA est née en 1954. Exact. Et Henri Delaunay qui a créé un certain nombre de compétitions. Henri Delaunay, français. Exact. Tu as la Coupe du Monde qui existe déjà depuis 1930.
l'Uruguay a gagné la première édition. La Coupe du Monde créée encore par les Français, n'est-ce pas vrai? Avec Jules Rimet. mais c'est toi l'historien, tout compte fait. Mais non, nous sommes ensemble, mon frère. Et donc, tu as aussi le champion, le Ballon d'Or qui existe depuis 1956. Tu as la Ligue des Champions. France Football, merci. Encore français. La Ligue des Champions, encore français, on va dire ça comme ça. Un ensemble de compétitions. Et l'Europe dit, moi, je veux aussi avoir ma compétition avec les équipes nationales. En face de ça, tu as aussi, au-delà des éléments sportifs, tu as des éléments de géopolitique, on va dire ça comme ça, parce que tu as les grandes nations qui ne participent pas tout de suite, parce qu'il y a la guerre froide, et tu as Franco d'un côté avec l'Espagne, parce qu'il a fait un coup d'État, tu as Staline de l'autre côté avec l'URSS. La première compétition se fait en France, et après les matchs de qualification qui se faisaient en aller-retour, il y a 4 nations qui arrivent en fin de parcours. L'Italie dit, l'Espagne dit, moi je joue pas, je ne viens pas jouer parce qu'il y a l'URSS. Bref, passé tous ces éléments-là, l'URSS donc se retrouve en finale et ils vont battre la Yougoslavie 2-0 avec, ce que les gens ne savent peut-être pas, une équipe extraordinaire et un gardien, Lev Yashin, qu'on appelait l'araignée parce qu'il avait des bras tentaculaires et ça vient tout de noir, ce monsieur. Tout à fait. Et je tiens à préciser aussi que c'est le seul gardien de but qui a gagné le Ballon d'Or en 1963. Voilà un peu ce qu'on peut dire de manière succincte sur la naissance du championnat d'Europe qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. On a changé le nom en 1968 et qui a vu la première victoire de l'URSS. Alors il faut rappeler aussi qu'à l'époque la compétition était presque marron, hein. C'est-à-dire elle se faisait mais elle n'était pas encore complètement officielle comme maintenant. C'est suite au succès de 1960 qu'elle devient officielle. C'est vrai, parce qu'il y a les pays du bloc de l'Est, c'est ce qu'on disait à l'époque, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, ils étaient très bons en foot parce que les équipes de clubs, les grands joueurs jouaient dans des équipes militaires. Voilà. Bon, on ne va pas mettre le soupçon sur ce qu'ils prenaient au-delà de l'entraînement, mais souvent, ils étaient dans les compétitions finales. Ils étaient bien chargés. Aux Jeux Olympiques c'était des camions, hein, c'était des semi-remorques, hein, l'URSS. Hein. C'est comme les Allemands. À une époque, enfin, la partie... la RDA. La RDA, ouais. C'était des semi-remorques. Donc voilà un peu pour l'histoire. Après, on va passer rapidement sur la période 64-68. L'Espagne prendra sa revanche d'ailleurs en 64, parce que ça a été la compétition a eu lieu en Espagne. Et c'est l'Espagne qui remporte. L'Espagne qui a gagné, avec un dénommé Luis Suarez. C'est pas celui qu'on connaît. Hein. Évidemment, il y avait déjà un Luis Suarez qui avait aussi été Ballon d'Or en 1960, qui a mené cette équipe à la victoire et qui a fait que l'Espagne a redoré son blason vis-à-vis de l'URSS qu'ils ont battu d'ailleurs en finale. Et d'ailleurs, les joueurs espagnols en 64, ils ont été reçus par Franco. Ils étaient tous très heureux, mais ils ne sont pas restés longtemps dans la cérémonie, parce que Franco, bon, il les a exposés vite fait, papa, et allez autres. C'était la propagande. Voilà, c'était de la propagande. Pour la propagande. On arrive ensuite rapidement en 68. Là, la compétition a lieu en Italie. Et l'Italie tient à gagner sa compétition. Et l'Italie, je vais citer des noms qui vont parler aux footeux. Il y avait une équipe extraordinaire. Tout à fait. Tu avais déjà Dino Zoff. Tu as le gars qu'on appelle Facchetti. Facchetti, c'était le capitaine. Et Sandro Mazzola. Rivera, qui était Gianni Rivera. Gigi Riva, mais une équipe de rêve. Mais ces gars-là étaient un peu bridés. Parce qu'à l'époque, le système de jeu, c'était le fameux catenaccio, le cadenas italien, avec, et a dit Robert, le libéraux, qui jouait derrière la défense, et qui verrouillait, Anastasie, tous ces gars-là, qui verrouillaient les attaques adverses. Alors, il y a une histoire extraordinaire lors de cette compétition, c'est que l'Italie, en demi-finale, vous savez comment ils se sont qualifiés? Au tirage au sort. Alors, il faut imaginer la scène. Ils sont en demi-finale, je ne sais plus contre qui d'ailleurs. C'était contre l'URSS, le tirage au sort. En demi-finale. Ça, c'est la scène après la victoire au tirage au sort. Ben voilà. Justement, vas-y, raconte. Ça se passe dans les vestiaires. Vous imaginez les milliers de personnes dans les tribunes qui attendent. L'arbitre convoque les capitaines dans les vestiaires. Et personne ne sait qui a gagné. Et on voit Facchetti sortir du tunnel
Et en Italie, la foule en délire, ils sont qualifiés pour la finale. Et derrière cette histoire, il y a plein de petites histoires. Ah oui, il y a de belles parce histoires. qu'il y a même des légendes. Il y a la légende qui dit que la pièce avait Tout à fait. de la côtés. même face. La même face. Il y a des joueurs qui ont témoigné, qui ont dit que, je crois que c'est Rivera qui a témoigné, qui a dit nous, on a voulu que ce soit Facchetti qui fasse le tirage au sort, parce que lorsqu'on jouait aux cartes, c'était celui qui gagnait tout le temps. C'est celui qui avait le plus de chance, et donc on a dit il faut que ce soit lui qui fasse le tirage au sort. Et il y a une autre légende aussi, c'est que la pièce a été lancée une première fois et qu'elle est tombée dans une fente et qu'elle est restée au milieu comme un dé, comme un dé qui Cassé, va tourner, un dé comme un dé cassé, tu vois. Donc il y a beaucoup de Il y a légendes beaucoup d'histoires autour de ce ça. tirage au sort. Et même pour la finale, alors les gars, ils étaient vraiment vernis. Ils jouent la finale, ils font match nul. Et là, il n'y a pas de tirage au sort. Avant, il n'y avait pas les Match nul, un but partout. Un but partout. Et finale contre la Yougoslavie. Exact. Ils refont la finale le lendemain, 12 jours après, et ils gagnent 2-0. Et c'est comme ça que l'Italie gagne son premier championnat d'Europe en Son seul 1960. et unique pour l'instant. Tout à fait, Ouais. en 1968. Donc voilà. Donc si l'Italie gagne le championnat d'Europe, chers téléspectateurs, là en 2021, ça sera la première fois que l'Italie gagnera le championnat d'Europe. Nouvelle version. Nouvelle version sans tirage au sort. N'est-ce pas? D'ailleurs, les mauvaises langues disent à cause de ce tirage au sort, ils ont été maudits. Ils ont payé ça pendant Ils ont payé ça parce qu'il paraît qu'il y avait eu de la triche, selon, comme je vous dis, de multiples versions. Alors voilà, tout cela c'est passionnant parce que c'est ce qui nous rassemble aussi. C'est que si René, et justement on en parlait ce matin, René, parce que tu n'as pas été à l'université passer un bac ou une licence football. À quoi c'est dû cette mémoire footballistique? Je crois que ça remonte depuis ta plus tendre enfance avec certains journaux, non? Ah oui, oui, très tôt, peut-être l'âge de 8 ans. Moi, je commençais à lire le France Football. Ça ressemblait au France Antilles, en réalité. Je ne sais plus combien ça coûtait, peut-être 3 francs ou 2 francs 50. Mes parents m'achetaient le France Football tous les mardis. Et moi, je commençais à lire, jusqu'à maintenant d'ailleurs, je commence par la dernière page. Et c'est là où il y avait le foot international. Et je me suis habitué à lire je lisais tout, vraiment tout. Et moi, je ne suis pas le seul. Hein. Moi, je me rappelle de rassemblements quand on était dans les sélections de jeunes. Il y a un dénommé Franck, lui, il va te le dire dimanche éventuellement, qui avait toujours son France Football avec lui. On était des passionnés, donc peut-être j'ai gardé ces choses dans la mémoire. Moi, je te confirme, puisque moi, c'était un peu pareil. En fin de compte, tu te retrouves des fois, quelqu'un a une conversation, le truc revient dans ta tête comme ça, mais tu ne l'as pas appris par cœur. Parce que c'est pour ça qu'on vous dit, pas que pour le foot, que la lecture, en fin de compte, c'est très très important. C'est pas notre ami Davy qui dira le contraire. Non, en effet, de la librairie générale. Parce qu'avec la lecture, justement, on emmagasine de la mémoire constamment. En fait, on a ce petit défaut, je dirais pas en Guadeloupe, mais en France, de penser que la lecture se limite à Baudelaire et à Montesquieu, alors qu'en fait, la lecture, c'est tout horizon et tout type de lecture. Moi, étant jeune, je n'ai, honnêtement, on a dit ça là et mes parents regardent peut-être, je sais pas, mais je n'ai jamais lu un livre entièrement pour l'école. J'ai toujours pris les trucs sur Internet, me démerder pour que ça passe, quoi. Enfin, je faisais ce qu'il fallait pour que ça passe. Mais par contre, je dévorais les BD. Des Lucky Luke, des Astérix, des Kid Paddle, enfin, tous les trucs possibles et imaginables. Et en fait, il faut juste trouver la lecture qu'on aime et ne pas mépriser celle des autres, en fait. Si toi, t'aimes les romans policiers, mais c'est un kiff et c'est ton plaisir. C'est comme celui qui aime le tennis et le football, c'est du sport quand même. Bon, c'est de la lecture, chacun choisit. Et effectivement, les lectures autour du sport, c'est quelque chose qu'on nous demande aujourd'hui. Alors, pas forcément les magazines, puisqu'aujourd'hui, avec Internet, les magazines sont plus en réactivité de l'actualité. Donc, le temps que France Football sorte, Zidane Chapatia dans 3 clubs, quoi. Donc, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, c'est le problème des médias. On l'a vu avec le Parisien qui a publié qu'on avait arrêté Dupont de Ligonnès. Et dans la nuit, en fait, c'était pas Dupont de Ligonnès, mais comme l'édition était déjà partie, c'était fini. Là, le lendemain, gros titre sur le Parisien dans toute la France, quoi. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Par contre, sur tout ce qui est livre réellement, qui parle de l'histoire, qui parle du sport, des belles photos, des belles images, etc. On a un super document sur les sportifs guadeloupéens, par exemple. C'est des livres L'anthologie du sport guadeloupéen. Exactement, l'anthologie du sport guadeloupéen. Écrit par monsieur Harry Méfond, qu'on salue.
Ah oui. Et effectivement, donc ce genre d'initiative aujourd'hui, ben c'est vrai qu'on a de la demande là-dessus, sur des très beaux albums, les beaux cadeaux. Donc n'hésitez pas à venir déjà nous voir. Et puis au-delà de ça, j'encourage tout le monde à lire, mais surtout à choisir sa lecture. Si c'est le sport, ben effectivement, ça restera. Ce sont des petites idées. Quand on lit le Guinness Record, beaucoup de personnes le font. Ben, tu as des petites infos qui te restent et tu sais qu'il y a des bouchées le plus de canettes en 1 minute, mais ça, c'est pas une info qui sert à quelque chose. Ben, c'est un peu la même chose avec le sport, c'est que tu emmagasines l'info et elle ressort quand tu es dans une conversation où c'est intéressant d'en parler, quoi. C'est la même pour toi, Adi? Ben, moi, quand j'étais petit, je lisais beaucoup de livres. Moi, mes parents, surtout ma maman, elle aime ça. Donc moi, petit, ouais. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, tu grandis, donc tu te sépares un peu des livres. Mais moi, quand j'étais petit, je lisais beaucoup de livres. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, de lire? Ben, une bonne culture. Moi, je sais que en dehors du foot, j'aime le sport en général. Et même par rapport à mes études, je me renseigne énormément sur le sport. Et quand mes parents ont remarqué que j'ai rapidement aimé le sport, ben, j'ai eu beaucoup de livres sur le sport. Vraiment beaucoup de livres. J'ai eu des livres sur c'était Gilles Cometti, etc. Des trucs, quand je suis arrivé au lycée, je lisais déjà les livres sur Gilles Cometti. Moi, quand j'étais petit, j'avais beaucoup de BD sur le football. J'avais des BD où on avait l'équipe de France, il y avait une petite histoire sur chaque joueur de l'équipe de France. On avait des trucs, et c'est là aussi que j'ai aimé l'entraînement. Alors ça, j'ai essayé ça. Et même en dehors de ça, je me rappelle, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entraînement. C'est que mon papa avait un livre qu'il avait passé. C'est dans ce livre-là qu'il a appris ses formations, etc. Et moi, un jour, je suis tombé sur le livre et j'en parle encore avec lui des fois parce que j'ai lu le livre, ça m'a plu et c'est vraiment que là que j'ai commencé à m'intéresser à l'entraînement, au football en dehors du jouet, au football vraiment, le football tactique, le football peut-être à cet âge-là. Moi, j'ai des amis pareils, j'ai des amis qui sont mordus de football. Des fois, nous, on passe des soirées, c'est domino et football. On parle de ça, mais H24, c'est... Non, moi, je sais qu'on baigne je baigne dans le sport depuis petit, dans la lecture, Et puis maintenant, avec les médias, avec les réseaux, c'est tellement plus simple. Non, moi, j'adore ça, moi. Et bien voilà, c'est pour ça nous fait rouleau, hein. Parce que nous savons qu'il y a d'autres pays en nous lever en boule, nous c'est des chiens boules. Oui, avec l'accent, nous c'est chiens boules. Bon, allez, et justement, on continue d'apprendre des choses et de revisiter des choses. Alors, on est en 1968 pour le tirage au sort. Moi, je vous propose d'aller faire un petit tour en 1976. Parce qu'il y a une expression que tout le monde utilise, que les plus jeunes utilisent, il a tiré son penalty, il a fait une panenka. Mais qui est panenka? D'où vient la panenka? Eh bien, Panenka était un joueur tchèque qui est de la sélection tchécoslovaque qui en 1976 a tiré un penalty comme ça. Regardez, grâce à Yann, on va voir ça. Imaginez, nous repartons en 1976 et la panenka, c'est maintenant. C'est la première fois que cela, de cette façon que vous venez de voir. On va la revoir encore, s'il te plaît, Yann. Regardez ce geste technique, c'était là carrément insolite. Donc maintenant... Et insolent. Insolent, si tu veux. Bien vu, mon ami David. C'est pas mon coéquipier pour rien. Boum. Et j'aime les jeux de mots. Mais oui, ça aussi, ça fait partie de la culture. Ça fait aussi, ça va avec lecture. Hein. Lecture, écriture, jeux de mots. Vas-y, mon cher. Et si tu permets, Jimmy, le scénario du match, c'est extraordinaire parce que la Tchécoslovaquie menait 2-0 très tôt en première mi-temps. Tout à fait. Et il se trouve les Allemands égalisaient à la dernière minute. À l'époque, il n'y avait pas de prolongation. Alors, vous imaginez battre la Grande Allemagne, qui avait commencé la compétition en 1972, parce qu'avant, ils n'y venaient pas. En 72, avait terrassé l'URSS 3-0. Et c'était la deuxième finale de suite de l'Allemagne. Et l'Allemagne s'est fait avoir sur ce penalty de Panenka. Et pour bien rajouter, quand tu dis cette Grande Allemagne, c'est parce que justement, 76, la sélection gagne, mais 73, 74, 75, 76, le Bayern de Munich, champion d'Europe, et Saint-Étienne s'en rappelle bien. Il y a une histoire de poteau carré, je crois. N'est-ce pas? Ça, c'est une histoire dans l'histoire encore, vous voyez? Et donc, voilà, pour ceux qui nous regardent, l'origine de la panenka, maintenant, vous le savez, c'était en 1976. Alors, toujours dans l'histoire, on continue comme ça, hein, et là, peut-être, là, ça va vous rappeler des choses, peut-être, des vies qu'a dit, on va pas dire qu'on fait. Non, mais ce qui est bien, c'est que dans le foot, on n'a pas besoin d'être né pour vivre des choses. Non, moi, je vous dis quelque chose. Moi, la tête de Pelé en 1970, tu crois que je l'ai vu?
tribunes, mais je te la raconte comme si j'étais dans les tribunes. Quand Gordon Banks, il fait un arrêt, hein, moi je te la raconte comme si j'étais dans les tribunes. Et Pelé dit j'ai marqué un but, le Que gardien Gordon a arrêté. Voilà, que Banks a arrêté. Exactement. Tu vois, même Adi connaît. Même Adi connaît. Tu vois, donc, comme quoi on n'a pas, pour l'histoire du football, on n'a pas besoin d'être clé. 22 ans. À 22 ans, j'étais aussi mordu de foot, mais après j'ai dû travailler. Et tu verras, ça va être compliqué si c'est pas dans le monde du foot, tu verras. Moi je veux travailler dans le monde du foot, ouais. donc voilà. Parce que tu sais, même les matchs, on relativise pas beaucoup, mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a quand même 6 heures de décalage. Moi, à 15h45 durant l'hiver en France, je peux pas être chez moi en train de regarder un match. Hein. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pas toujours simple, et c'est pour ça. Mais sinon, effectivement... Alors, une dernière, messieurs, avant la pub, parce que un téléspectateur hier, rappelle-toi, pendant le jeu, on a parlé de Marco Van Basten et de cette fameuse reprise de volée de 1988. Alors, on va regarder la reprise de volée. Alors, imaginez, on y va, imaginez que vous êtes en 1988, que vous êtes en Allemagne et que quand vous êtes hollandais, rencontrez l'Allemagne en finale, rasé chez t'es content. Et regardez bien ce joueur noir au milieu avec ses dreadlocks, il s'appelle Ruud Gullit, qui a été le Ballon d'Or 1987. Pourquoi je vous dis ça? Mais restons d'abord sur Van Basten. Regardez cette belle photo entre Ruud Gullit et Van Basten. C'est comme si j'y étais encore hier. Parce que pourquoi je vous parle des dreadlocks de Ruud Gullit? Ruud Gullit, si aujourd'hui moi je porte des dreadlocks, c'est par rapport à Ruud Gullit. Et vous savez pourquoi je vous raconte l'histoire? Parce que Ruud Gullit en 1987, lorsqu'il a remporté le Ballon d'Or, tu vas me le dire, René? Non, je te laisse dire. Tu connais la déclaration. Vas-y. Eh bien, il a dit, et à l'époque, Nelson Mandela était emprisonné sous l'apartheid en Afrique du Sud. Il était dans les geôles d'Afrique du Sud. Et pour un footballeur, de prendre position, voilà ce qu'il a dit. Quand il a reçu son Ballon d'Or, je dédicace mon Ballon d'Or à Nelson Mandela, emprisonné dans les geôles d'Afrique du Sud. L'entendre ça, j'étais déjà militant contre l'apartheid, j'avais pas de locks, le lendemain locks l'a poussé. Et je peux vous le dire parce que c'est une Guadeloupéenne qui habite au Moule, qui a fait mes dreadlocks, elle habitait Saint-Ouen à l'époque, elle habite en ce moment au Moule, elle s'appelle Lydia Berry et je la salue. Donc vous voyez, vous avez toute une histoire dans l'histoire. Ruud Gullit. Et qui avait marqué le premier but. Hein. En plus, il avait marqué le premier but. Parce que les Pays-Bas ont gagné 2-0. 2-1. 2-1, puisque l'Allemagne après obtient un penalty. Et c'était contre l'URSS. Contre l'Allemagne? Tu parles du... Ah oui, c'est en demi-finale. Oui, tu as raison. Demi-finale contre l'Allemagne, Van Basten a marqué un but. Tu as raison. En quart de finale contre l'Angleterre, il avait terrassé l'Angleterre, à lui seul, il avait fait 3 buts. Tout à fait. Et la fameuse finale, le deuxième but marque parce que Gullit avait marqué en première mi-temps. Tout à fait, de la tête. De la tête, merci. Et Van Basten qui a eu un bel héritier en la personne de Dennis Bergkamp, qui est peut-être plus mon contemporain, mais du coup effectivement moi j'ai beaucoup aimé voir ce joueur. J'étais fan d'Arsenal, en plus avec Thierry Henry, bon, c'était bien normal en 2000, hein, les Guadeloupéens. Oh, j'ai oublié la pub. Excusez-moi, Yann il agite comme ça, il est comme ça, pub. Nous sommes de retour, nous étions 3 et nous sommes 4 maintenant, parce qu'il est arrivé, en vérité il n'était pas en retard, je me suis trompé, je suis tellement excité en ce moment avec Oulo, qu'Andy Bouga, vine de mes soirs, mais on comprend que c'est Oswela, alors que moi t'es qu'à attendre Oswela en fin de compte. Bref, il est là, le coach Eddie Guépois, nous pouvons applaudir quand même, parce que le gars il a été réactif. Joker de luxe. Non mais en plus, le gars il a été réactif, c'est-à-dire que le gars il faisait ses courses, il regarde, mais comme c'est un fidèle de l'émission, vous gardez qu'à garder l'émission là, si pour travail, et quand on nom a également, mais il dit, mais. Mais moi, bienvenue Eddie. Ben les gars, vous avez été bons. Bertolo. Andy. Ah ouais, j'espère que je serai à la hauteur. Non, en tout cas, nous comptons vraiment, mon frère. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Et je vais faire une confidence aux téléspectateurs parce qu'on est timide, on va parler tout doucement. Et puis, vous pouvez dire ça de toute façon. Donc, encore autorisez-moi à dire ça. Dans la moitié des invités que vous avez vu défiler sur ce plateau, les numéros de téléphone m'ont été donnés par Eddie Guépois qui est ici présent. Parce que dès la première émission, il dit moi, ah ouais Jimmy, ça malade, il faut nous mettre ça haut. Et il a lâché les numéros et la suite vous connaissez. Donc, applaudissements pour Eddie. Merci
Merci les gars. Parce que pour monde qui a dit que Guadeloupe et nous ne peut pas travailler ensemble, mais non, arrêtons. Ne faisons pas de de cas isolés des généralités. En vérité, nous avons l'eau à Guadeloupéens qui travaillent ensemble, nous avons majorité à Guadeloupéens qui travaillent ensemble. On revient dans le sport parce que dans le sport, pour avancer, il faut travailler ensemble, il faut progresser et ça on le sait depuis très longtemps. Messieurs, on va basculer vers l'euro maintenant, tout en saluant notre sponsor, Joby. Boum, message bien reçu, nous Adam. Alright, on y va, le tableau des demi-finales maintenant, il va apparaître le tableau des demi-finales, messieurs, et je vais vous demander, tout en regardant ce tableau des demi-finales, honneur à monsieur Eddy Guépois, qui gagnera l'euro, monsieur Eddy Guépois? Il y a beaucoup de parieurs qui t'écoutent en ce moment, alors qui gagnera l'euro? Est-ce que tu te souviens de Belgique-Italie? Oui, je me rappelle de Belgique-Italie. Tu avais dit Italie. Oui, tu m'avais dit Italie. Italie. Ou l'Angleterre peut-être, mais Italie. Ouais. Non, il quand mettre 20 € aussi l'Italie et il mettre 10 € aussi l'Angleterre. Il a sécurisé. Ou pas, je sais. aussi l'Italie. L'Italie est une très bonne équipe. Donc toi, tu paries sur l'Italie, mais en dehors du pari, les gars, donnez-moi des arguments. Pourquoi l'Italie? L'Italie, j'avais dit, l'Italie, c'est l'équipe qui joue vers l'avant. J'avais dit la dernière fois que je pense que le football, dans le football, il y a des cycles. La France, on tient généralement deux grandes compétitions. Donc la France a fait la Coupe du Monde, elle a fait l'Euro. Là, je pense que c'est l'Italie. Ils ont compris. Ils prennent moins de joueurs étrangers dans leur championnat. Donc ça fait que leurs joueurs jouent dans des postes clés. Et là, je vois l'Italie, avec le jeu qu'ils pratiquent en ce moment, moi, c'est la meilleure équipe de l'Euro. Moi, je suis entièrement d'accord avec Eddy là-dessus, puisque effectivement, je l'ai dit samedi, l'Italie a un jeu très séduisant. C'est l'équipe qui a le jeu actuellement le plus séduisant. L'Angleterre, par contre, a une équipe qui monte en puissance. Et dans ce genre de compétition, les montées en puissance en général font mal jusqu'au bout. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même être mesuré, comme Eddy a voulu l'être, mais on l'a un petit peu charrié. Mais en vrai, il a tout à fait raison. L'Italie ou l'Angleterre, on ne voit pas comment ces deux équipes. Voilà, ces deux équipes pour moi, c'est la finale, c'est Angleterre-Italie. Et on va se retrouver avec un beau duel. Et en espérant que l'Angleterre, on aura ce box-to-box qu'on rêve dans un match de l'Euro là depuis le début. Parce qu'on l'a pas vraiment eu, même si on a eu des gros scores. Mais c'était sur 10-15 minutes que tu avais 3-4 buts qui venaient. Tu n'avais pas forcément l'intensité qu'on connaît des grands matchs. Et l'Italie, ils sont à 65 000. En moyenne 2 minutes de jeu par joueur, ils sont pratiquement frais. Exactement. Et c'est ce qu'on disait par rapport au collectif de l'Italie, c'est-à-dire qu'on ressent bien qu'un joueur rentre, l'autre sort, tout est interchangeable. Et une vraie équipe, ou même on peut transposer ça dans le monde de l'entreprise, mais personne ne doit être irremplaçable, sinon quelqu'un est blessé, dans le cas d'un footballeur, et la machine ne tourne plus. Et c'est pas possible, quand on voit cette Italie-là, on se dit que même si tu changes une pièce, elle reste toujours très compliquée à jouer. Adi, toi qui joues défenseur central, les Chiellini et les Bonucci, ce sont des exemples pour toi, obligé. Non, bien sûr, ça c'est sûr. Après, moi je dis quand même, fais attention au Danemark parce que les équipes comme ça, souvent dans ce genre de compétition, soit elles vont au bout, soit elles se font éliminer assez rapidement. Là, c'est quand même une équipe qui a eu une histoire dans cet Euro dès la première journée et avec tout l'engouement qu'il y a avec les supporters, même le football de cette équipe. Moi, je dis qu'il faut faire attention au Danemark parce que l'Angleterre, ça reste quand même fragile des fois. C'est vrai que l'Italie, tu sens quand même que c'est une équipe qui, du début à la fin, tous leurs matchs étaient de qualité. Il n'y a pas eu un match où tu peux te dire, il y a eu des matchs qui étaient moins bons, mais ça restait quand même au-dessus des autres. L'Angleterre, c'était par période. Même pendant les matchs, ça restait quand même par période. Et là, le Danemark, je pense qu'ils vont venir avec les crocs et moi je dis qu'il faut faire attention quand même au Danemark. Alors je voudrais rebondir sur quelque chose les gars parce que je crois que votre mémoire vous joue des tours. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a volé? Mais tu veux parler de 1992? Non, le Danemark pour 92. Je te laisse, toi l'historien, tu vas en parler. Je te promets, non, j'allais vous chambrer en fin de compte. Pourquoi je vous dis que votre mémoire vous joue des tours? Parce que je crois que dans votre subconscient, pour vous l'Angleterre,
effectivement, peut prendre plus de buts que l'Italie, etc. Mais quand on revient aux chiffres actuels, les gars, l'Angleterre n'a encaissé encore aucun but dans la compétition. Et tous les observateurs, régulièrement, que ce soit ici ou ailleurs, quand on parle de l'Angleterre, on a tendance à penser qu'elle encaisse beaucoup de buts. Mais pour l'instant, elle a encaissé 0 but. Et dans sa façon de jouer, elle donne l'impression de pouvoir prendre des buts. Mais pour l'instant, elle va aboyer. Oui, c'est pour ça que les paris sont ouverts en réalité. Moi, je dis que je voudrais bien mettre une pièce sur l'Angleterre parce que c'est une... Comment il s'appelle? Sterling, il est en feu, là. Je ne sais pas ce qu'il a. Guardiola l'a pas fait jouer durant une bonne partie de la saison avec Manchester City. Il l'a libéré que pour la finale. Donc, il va chaud. Et comme disent les techniciens, ils ont une profondeur de banc. Tu as des gars comme Rashford, un peu blessé, mais qui revient. Le gars ne joue pas. Ils sont frais aussi. Donc, je pense qu'ils jouent chez eux. La demi-finale et la finale se fait en Angleterre. Ça fait 50 ans que l'Angleterre n'a rien gagné. 55 ans. Depuis 66, ils n'ont rien gagné. Les gars, enfin. Donc, je doute. Je pense qu'ils vont tout donner sur le terrain. Et moi, je mettrai une pièce sur l'Angleterre. Et pour compléter tes dires, en 66, quand ils ont gagné, c'était aussi chez eux, à Wembley. Avec l'aide de l'arbitre, il faut le dire. On ne va pas revenir. Ça, c'est dans l'histoire de la Coupe du Monde. N'est-ce pas? Je te ferai revenir pour ça. Mais Jimmy, pour rebondir sur ce que disait Adi, le Danemark joue très bien. Ils ont perdu les 2 premiers matchs. C'était l'émotion. Ouais. Mais ça joue vraiment bien au football. Même les 2 matchs qu'ils ont perdus, ils ont vraiment bien joué. Et là, encore, ils jouent encore très bien. Mais en fait, il y a 3 bonnes équipes et demie. Pour moi, l'Espagne. J'allais en venir. Les gars, vous ne m'avez pas parlé de l'Espagne. Donc ça y est, l'Espagne à la trappe, c'est fini? Je joue l'Italie quand même. L'Italie, c'est pas. Là, tu joues pas la Suisse. C'est pas méchant pour la France. Ouais, mais d'autres ont joué la Suisse. Ouais. Il y en a d'autres qui n'étaient pas prêts pour cette compétition-là, apparemment. Tu vois ce que je veux te dire? Après, non, toute blague mise à part, effectivement, l'Espagne a trouvé un second souffle là, pour arriver jusqu'au demi. C'est magnifique. Je pense que c'est pour eux d'arriver là et s'arrêter là, c'est pas voilà, jouer la 3e place, c'est bien. Ils s'attendaient pas du tout à ça, comme on l'a souligné de la première émission qu'on a fait ensemble. Pas un joueur du Real de Madrid, on n'avait pas mis un centime sur eux. Il y a des joueurs super marquants qui sont manquants, donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas imaginer qu'ils seraient là. Ils sont là aujourd'hui. Par contre, on a une Italie en face qui a un vrai jeu, qui a une vraie équipe, comme je le disais, donc on ne peut pas penser que l'Espagne passera. Si l'Espagne passe, ça sera un hold-up, faut le dire. Ça dépend de la physionomie du match. Si l'Espagne passe en dominant l'Italie, physionomie de l'euro aujourd'hui. Compte tenu de l'euro. Voilà, compte tenu de l'euro aujourd'hui. Si l'Espagne passe face à l'Italie, c'est un hold-up. On verra bien sûr si l'Italie joue mal. Mais je vais faire mon Didier. Excuse-moi, je vais faire mon Didier Deschamps contre toi, Dave. C'est une autre compétition qui commence. C'est vrai. Donc chaque match. Match après match. Donc l'histoire de l'Espagne, ok, son euro est pas terrible jusqu'à maintenant, mais si les gars te sortent demi-finale, je te sors l'Italie, finale, je te sors l'Angleterre ou le Danemark, je suis champion d'Europe, tu pourras pas lui enlever son titre quand même. Je vois pas comment c'est que le docteur Ferrari retourne. Parce que mais on voit pas comment, on va pas se mentir. Je dis ça pour animer le show, mais c'est aussi la vérité. Football, Rappelez-vous du Portugal en 2016. Oui. Les gars, le Portugal, vous avez vu comment le Portugal est passé ric-rac? Oui. D'ailleurs jusqu'à la finale. Avec le tir d'Eder qui a complètement disparu de la circulation, mais son tir, tout le monde s'en rappelle. L'équipe d'Espagne, c'est une équipe de remplacement. C'est bien sûr. Sarabia remplace. Il y a un joueur. C'est l'arrière-gauche. L'arrière droit qui t'a Jordi Alba. Jordi Alba, il n'est pas remplaçant. Il a joué dans une équipe en France. Il a été champion de France. Oui, non, il est champion. Aspilicueta, il joue à Chelsea maintenant. Mais il était champion de France. Il a joué à Marseille. Oui, avec Marseille, oui, avec Deschamps. Marseille a déjà été champion de France. Ah oui, tu n'as pas commencé. Excusez-moi. Ma mémoire me fait défaut. Je suis navré. Il y a des souvenirs. Mais sinon, après, non, mais Jimmy, plus sérieusement. On n'en peut plus avec vous. L'Espagne. Non, mais l'Espagne, je ne vois pas l'Espagne. Il n'y a pas de jeu. L'Espagne, c'est 95% de possession, mais c'est un but. Il n'y a rien d'autre. Je sais plus. Oui, alors on parlait des paris qui sont ouverts. Adi Robert a parlé du Danemark. Et ça me permettra de faire le lien avec Marseille. Le Danemark a été championne d'Europe en 92. Ils n'étaient pas qualifiés. Tout à fait. Ils ont été repêchés parce qu'il y avait la guerre en Yougoslavie. On revient à la géopolitique. Exactement. Et il paraît même que, enfin c'est la légende aussi, comme tu aimes bien, il y a un gars du Danemark qui était en vacances sur la plage du Gosier. C'était le gars qu'on l'a appelé. Non mais il paraît, c'est la légende qui dit ça. Et ils ont été jusqu'au bout, ils ont battu l'Allemagne, 2-0 en finale. Donc aujourd'hui, tout est possible. Et en 92, la France a été éliminée par le Danemark.
la France avait gagné ses 8 matchs de qualification avec Platini. Notre ami Jos Anglouma était dans l'équipe. Tout à fait. Et il me semble que Marseille était champion de France à l'époque. Oui, oui. D'accord. C'était pour des vies, ça. Moi, je suis pas Marseillais. Juste une question. J'ai eu 30 ans cette année, je suis né en 91. Ça fait 29 ans, il est temps de passer à autre chose. Il est vraiment temps de passer. Adi, par hasard, tu supportes l'OM? Non. Parce que Mais si c'est le cas. Boubacar joue au football, Boubacar peut pas supporter l'OM. Non. Bon joueur, Eddie, défends-toi, s'il te plaît. Non, il a pas. Je peux pas te laisser, tu es déjà arrivé. Non. Il te reste plus qu'une mi-temps à discuter avec nous. Je peux pas laisser Davy te faire un tacle à la gorge comme ça et ne pas être arbitre et ne pas te donner, la possibilité de répondre. Non, je vais juste dire à Davy, quand le président du Paris Saint-Germain a été dans une réunion en Europe, il est venu, il a dit, ouais, cette table-là, ce sont les leaders, mettez-vous voilà. C'est là-bas. Pour l'instant, vous devez attendre. En Europe, on est sur la grande table. Je suis comme ça. Mais vous n'allez pas en Europe. Vous n'y allez pratiquement jamais. Non, et quand vous y êtes, vous faites 0 points, 0 but. C'est pas grave, mais on est sur cette table-là. C'était la transition. C'était la transition. En tant qu'arbitre, je dois mettre le haut là. Sinon, il y aura 2 cartons rouges. Mais il y aura carton. J'espère que l'OM va remonter au niveau parce que j'aimais vraiment voir les matchs PSG-OM où il y avait du niveau. Effectivement, on va pas se mentir, depuis quelques temps, c'est pas forcément le cas. Et j'espère vraiment. D'ailleurs, de toute façon, globalement, j'aime bien quand Lille, par exemple, est champion comme ça parce que ça redonne un peu de piment, ça permet que le PSG aussi se remette un peu en question sur la façon dont il joue la Ligue 1 parce qu'on voit que les gars marchent sur le terrain, ils respectent quasiment pas l'adversaire. Donc je suis très content que d'autres équipes viennent les challenger un peu. Le LOSC a très bien joué cette année, j'espère que l'OM l'année prochaine, ils achètent bien. C'est pour ça que je suis assez content, ils achètent bien. Ils achètent très bien. On va stopper avec OM Paris. On va stopper avec OM Paris, mais par contre, on va parler de Paris peut-être. Hein, ils sont prêts, les panneaux, Yann? On peut, voilà, les gars, vous allez aider nos parieurs avec la FDJ qui est notre partenaire de rouleau. Et bien, il y a des gens qui vont parier sur les matchs. Justement, on a parlé des demi-finales demain et il y a Italie-Espagne. Et ben, les codes vont s'afficher tout de suite. Les codes vont s'afficher. Pendant ce temps-là, messieurs, quels sont les joueurs que vous voyez marquer cette rencontre Italie-Espagne demain? Quels sont les joueurs que vous attendez? Assis sur votre canapé, je regarde des autres pots. Moi, envie, ouais, Verratti, Locatelli, Insigne, Immobile. D'ailleurs, Immobile. Moi, c'est le gardien d'Italie. Donnarumma. Il est impressionnant. Ouais. Donnarumma. Il est impressionnant. Il a 22 ans. Ouais. Alors, voilà, les codes s'affichent. Alors, vous avez le combiné demi-finale. Si vous voulez parier pour l'Italie et le Danemark en combiné, la cote totale est à 13-16. Est-ce que c'est un pari que vous feriez, vous, messieurs, Italie-Danemark? Ça, c'est Adi qui peut faire ça, non? Puisque tu as parlé du Danemark tout à l'heure. Oui. Autant je ne suis pas fort en pari, mais ouais. Franchement, je pourrais facilement mettre ce. Ouais. Ok. Facilement. Donc, s'ils ont joué Italie-Danemark, Zopé, donc ils ont adressé à Adi. S'ils ont gagné aussi, ils ont adressé à Bouga, parce que. Voilà quoi. La cote est très bien. La cote est super. Même. La cote est très bien. Donc, et c'est pas super risqué, c'est parce que le Danemark a quand même une chance. Même si l'Angleterre est à Wembley. Oui, et je voulais vous demander aussi, parce que moi personnellement, je l'ai dit hier, j'ai une petite crainte pour le Danemark, c'est au niveau de l'état de fraîcheur. Parce que malheureusement, ils ont eu des déplacements 2 fois 4000 km avec 4 heures de décalage horaire. Donc ça peut peut-être jouer. Donc vous qui pariez, essayez de tenir compte de ça, en bien ou en moins bien. Hein. Mais bon, on vous donne toutes les informations. Il y a d'autres panneaux qui vont s'afficher aussi, Yann, ou bien c'est tout? C'était, voilà. Il y a, là, il y a une autre cote aussi, Espagne-Danemark. C'est les 2 challengers. Les 2 challengers, selon vous. Oui, effectivement, selon les cotes aussi. Donc, 17,36. Qui prendrait ce pari Espagne-Danemark? Personne ici sur le plateau? Non. Personne n'y croit sur le plateau. Non. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je dis à mes parieurs, moi? De parier sur autre chose. Mais non. Ça dépend avec quel esprit on parie. Si on veut gagner beaucoup, il faut jouer ça. Ouais, c'est comme quand on supporte, il faut savoir qui on supporte. Et puis alors, moi, je vais tenter un truc par rapport à Danemark-Angleterre. Parce que sur Espagne-Italie, j'avoue,
j'ai pas envie que l'Espagne gagne parce que son jeu commence à me fatiguer. Et l'Italie, elle est tellement rafraîchissante. Exactement. Je suis à fond Italie. Et en plus, moi-même, j'ai pronostiqué depuis avant que le championnat commence que j'aimerais bien qu'il gagne. J'ai joué, c'est ça. Bref. Et concernant le Danemark, par contre, je me dis que l'Angleterre qui a été bien avantagée avec Wembley, C'est vrai. et des fois le football, tu sais, l'histoire du justice. football, il y a le contre-pied, ce que je dirais. Il y a un dribble qu'on adore dans le football, c'est le contre-pied. C'est un dribble très efficace d'ailleurs. Donc peut-être que le Danemark peut peut-être battre l'Angleterre à Wembley. Donc envisagez ça quand même, ça peut être un bon contre-pied. Donc Messieurs- Italie-Danemark aussi alors. Comment? Italie-Danemark pour toi aussi alors. En finale? Ben, le combiné. Oui, oui, c'est possible. Oui. Ah non, moi, ça peut être Italie-Danemark, oui. Parce que jusqu'à maintenant, l'Angleterre, ça me plaît, mais les équipes que j'ai vues ou qu'elle va rencontrer me plaisent plus. Je Tu comprends vois? ça. Par exemple, Italie-Espagne, l'Italie me plaît plus, Danemark-Angleterre. Le Danemark me plaît beaucoup pour sa fraîcheur, mais j'aime bien aussi les Anglais quand même, pas avec Sterling, Rashford, bon, bref. Sterling Après, bien gourmé. Hein. et ou qu'a fait moi tourner chroniqueur là, allez là, encore poser moi des questions, et puis moi on a fait émission en moi, et pourtant ça passe ça. Parce que là, il faut nous parler à Verdi, puis vous dis-nous, qu'est-ce qu'a fait au Sporting, puis parlez-nous des travaux là, qu'est-ce qu'a fait au Sporting, en tant que coach et avec les féminines déjà. Déjà comme je l'ai dit, ça fait 3 ans que je suis avec les sections féminines. Alors au départ, j'ai commencé avec... en tant qu'entraîneur adjoint avec Lucina l'année pendant 2 ans, et en fait c'est cette année ils ont ouvert, alors moi j'entraînais au futsal ailleurs avant au RFC, et donc j'étais entraîneur adjoint également, et donc cette année j'ai décidé de prendre une équipe de futsal féminine tout seul en tant qu'entraîneur principal, donc je suis allé au Sporting. Et ils ont ouvert également une section de foot à 8, donc c'est du foot de ces 2 équipes de 11 qui s'affrontent sur un terrain de foot à 8. Donc la moitié de terrain comme ça. Et donc j'ai pris cette équipe-là aussi. Et je suis entraîneur adjoint toujours de l'équipe senior. Masculine. Non, féminine. Féminine, pardon. Féminine, oui. Et donc ça c'est depuis le début de l'année. Et tout en étant joueur avec les seniors. Tout en étant joueur avec les seniors, oui. Ouais. Tu as réussi à concilier, apparemment oui, tu as réussi à concilier le temps. Ça va, comme c'est vraiment chien boule. Ouais. Et les études Vraiment. aussi, à ce que j'ai entendu. Oui, les études également, oui. Voilà un exemple, chers téléspectateurs. Exactement. Mais Jimmy, Un jeune Guadeloupéen, 22 ans, Exactement. il joue au football, il coach des femmes, 2 équipes féminines, et il fait ses études en même temps. Ils ont qu'à dire Guadeloupéen feignant. Bon. Jimmy, Adi, 2 secondes. Adi, c'est un jeune que j'ai eu en U13. En U13. Adi, c'est un jeune étudiant que j'ai eu à Fuyol. Il faisait partie des meilleurs de la promotion. En fait, comme je donne. En football, il passe des formations avec Foc lui. Et c'est un gars qui a beaucoup d'avenir. Donc, il vient d'avoir sa licence en STAPS. Donc, il a un peu peur de dire ça. Oula. Et major de sa promotion. T'es major un petit mal. Super. Et c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir dans le football. Donc, dis bravo à toi et puis bonne continuation. Merci. Voilà, mi photo, gros plan. Mets un gros plan sur lui, Yann, mets un gros plan sur lui, c'est important. C'est important qu'on voit des jeunes, voilà ce monsieur. Beaucoup, hein. Nous, chez nous, footeux, il y en a beaucoup. Hein. Faut pas voir ça. C'est vrai que beaucoup de personnes pensent que. Mais il y en a beaucoup. J'ai une amie qui pareil, a eu sa licence, qui a monté une page Instagram pour le football féminin, Foot Fambel. Ou Football, un truc comme ça. Super. Et elle a monté sa page Instagram où elle va interviewer des jeunes joueuses, des entraîneurs. Elle a interviewé Madame Montlouis. On veut la voir sur ce plateau. Avant, même pas au Zoom, nous qui tapons pas au Zoom. Franchement, même Cédric Montpierre, non, c'est une fille qui est très investie. Il y a beaucoup de joueurs qui sont avec moi à Fouillol, qui s'intéressent, qui coachent également, qui travaillent, tout comme moi, qui font leurs études et qui ont eu leur licence. Et même dans ma classe, on a encore d'autres qui font la natation. Non, on a beaucoup de jeunes qui en vrai sont comme moi, qui travaillent, qui font leurs études, qui entraînent, qui font leur passion en fait, depuis petit. Et faut pas voir ça comme ça, franchement il y en a beaucoup, il y en a énormément, et dans beaucoup de sports. Et Jimmy, la dernière chose, il encadre les U11, le U13, tu as quoi? Les U11. J'avais les U11. Les U11, donc les 11 il sera complet dans 3-4 ans. Et juste, il y a énormément aujourd'hui de jeunes de 20 ans
qui, s'ils arrivent au bout de ce qu'ils veulent et de la motivation au fond qu'ils ont, parce qu'on les voit comme ça, mais à l'intérieur, ça bout, la Guadeloupe a un bel avenir. Ah oui, les jeunes Guadeloupéens de 20 ans maintenant, ce sont des entrepreneurs. Très chaud. Ah non, les gars, ce sont des entrepreneurs. Les gars, il faut tout capitaliser. Hein. Ouais. Et c'est respect pour vous, justement, cette jeunesse mouvante, cette jeunesse en mouvement. René, tu veux dire quelque chose? C'est important, c'est impressionnant ce qu'il dit, Robert. Non, on l'a vu jeune, bon, on sait dans quoi il a baigné, donc c'est pas étonnant. Mais ça doit parler aux générations qu'un jeune puisse cumuler, soit conscient de ses qualités et puisse se donner les moyens de réussir. Moi, je dis bravo à la famille, bravo à lui pour s'investir autant avec des classes d'âge différents et c'est bien, moi je trouve ça très bien. Alors il nous reste 2 minutes avant de finir, puisqu'il est 19h58, normalement on aurait dû finir. Il y a Harold qui vient juste après, d'ailleurs avec la famille de Claude Jean-Pierre, vous savez un militant comme moi, je ne peux pas ne pas y penser, donc je prends juste une petite minute, je voudrais avoir pour qu'on fasse gagner un cadeau s'il te plaît Yann, parce qu'après une belle émission comme ça entre nous, il y a les téléspectateurs qui nous regardent et c'est bien qu'on fasse l'émission entre nous, mais j'aime bien quand un téléspectateur appelle et puisse gagner un cadeau, qu'il puisse participer aussi. Comme ça, le truc, il est vraiment interactif, il est complet. Et tout cela grâce à notre sponsor, le spécialiste, qui est à la rue Chelcher, au 91, et aussi au 1 bis boulevard Anne. Donc, vous pouvez gagner un bon d'une valeur de 39 € chez le spécialiste. Alright? Alors, 96 10 10 05 90, juste avant, c'est le numéro qu'il faut nous appeler sur Canal 10. Je connais le numéro là, ça par cœur, parce qu'il n'y a pas rien qui roule aux Occagadés. Ils ont regardé Canal 10 toute la journée. OK? Et la soirée aussi. Donc, s'il y a quelqu'un au téléphone, tu me dis, parce que c'est toi qui vas afficher, Yann, comme je le dis toujours, hein, j'aime bien que tout soit interactif, donc notre réalisateur, c'est lui qui choisit la question. C'est lui qui choisit la question, il va vous dire quelle question, je vais vous la lire, vous allez me répondre, vous allez gagner, parce qu'il faut que vous puissiez gagner. C'est ça, dans Rouleau. Ibati, c'est bon? Yann, il y a quelqu'un ou pas? Oui, c'est bon. Allô? Oui, bonsoir, Kimoun Kila, tu nous appelles d'où? Bonsoir, tu nous appelles d'où? Bonsoir. Oui, c'est pour le jeu. Oui, bien sûr. Mais j'adresse mes félicitations aux jeunes, hein. Enfin à tous les jeunes, mais à lui particulièrement pour son charisme, sa volonté. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Et vous êtes d'où, Mes madame? félicitations aussi à ses parents. C'est important. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire d'où vous appelez, s'il vous plaît? Ah, oh, c'est dommage, je n'entends pas. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, vous m'entendez, madame? J'entends faiblement et j'ai éteint la télé pourtant. Ah, ben Yann, il va s'en occuper tranquillement. Est-ce que là, vous m'entendez un peu mieux? Oui, j'entends mieux, Voilà. Vous nous appelez d'où et quel est votre prénom, s'il vous plaît? Pardon? Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Robert. Ok, Robert, vous nous appelez d'où? De Moronalo? Ok, Robert. Alors, Robert, maintenant, on va pouvoir se familiariser tous les deux. Et il y a une question qui va s'afficher sur votre écran. Et j'espère que vous allez pouvoir y répondre et gagner, Robert. Ok? Ah ben, Nous comptons ici, hein? on verra bien. Vas-y, Yann. Quelle chanson, j'allais dire? Il y a Quelle une question chanson, qui Yann? va s'afficher. Ah, machin. Alors, non, cette question a été affichée hier, je crois, non? Ah non, c'est pas Je regarde. Non, c'est pas celle-ci. Non, c'était. Non, c'est pas celle-ci. Donc celle-ci, elle est bonne. Pardon. Oui. Pardon, oui. Marco van Basten fut le meilleur buteur de l'Euro en 1988. Quel est le meilleur buteur? Non, écoutez, je vais vous la lire. Écoutez bien, je vais vous la lire. Marco van Basten, on en a parlé tout à l'heure. On a montré sa formidable reprise de volée tout à l'heure. Donc en 1988, il a été élu meilleur buteur de l'Euro. Mais combien de buts a-t-il marqué? Il a marqué 5 buts comme les 5 doigts de la main, 7 buts comme une semaine, ou bien, c'est 9 ou 8 qui s'affiche, ou bien 9 buts comme le numéro des avancantes que Adi stoppe tout le temps. Alors l'Euro 98. 88, hein? 88. Oui. Le temps de faire un petit coup de Google, je vous laisse la chance. Oh là là. Allez, 5 buts, 7 buts ou 9 buts? Je dis 7. Attendez, moi madame, je vous donne un indice. Hein. Moi-même, je vous dis comme les 5 doigts de la main. C'est quoi votre réponse? Comme les 5 doigts de la main. Eh ben, elle a dit Et donc, votre réponse est? Bon, je dirais 6 buts, c'est qui est? Ah non, je vois pas.
Mais si, vous avez déjà dit, madame, allez. Je vous ai dit. Les 6 buts. Non, regardez, il y a 5, 7 ou bien 9. 5, 7, 9. Ah, mais 5 buts. Voilà, Oulot, Robert, voilà, nous contents. Oh, qui j'en moun pas parti, moun pas capé, frère. Donc, Oulot. Merci à toi Robert. pour cette émission, hein. C'est très bien. Mais merci beaucoup. Mais nous sommes tous ensemble en train de la faire. Hein. Vous qui nous regardez, les invités qui viennent sur le plateau, parce que les invités sont de qualité. Hein. Ce sont eux. Pour faire un bon match de foot, il faut toujours 2 bonnes équipes. Donc, C'est très instructif, très bien. Ben merci Robert. Ne raccrochez pas, hein, Robert. D'accord, entendu. Yann. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup Robert. Bon les gars, là c'est l'heure, c'est la fin de l'émission. Nous j'ai débordé. Il n'y a que Adi, vous j'ai dit bonsoir. René j'ai dit bonsoir. Eddie j'ai dit bonsoir, puisque vous connaissez vous. Il n'y a que Adi, je lui laisse le temps de dire bonsoir parce que faut que je respecte l'émission d'Harold qui est juste à côté. J'ai débordé déjà. Eh bien, déjà, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. Je remercie Eddie d'avoir donné mon numéro de téléphone. Franchement, c'est une belle émission. Je la regarde souvent avec mon papa. C'est une belle émission. J'espère que ça va continuer. Et encore une fois, la jeunesse a beaucoup d'avenir. Surtout, faites attention à ça. On va venir en forme. Et donc, voilà. Passez une bonne soirée. Et puis, voilà. Eh bien, c'est simple. Tout en se quittant et en vous disant au revoir, en vous disant à demain, on dit à notre jeunesse, oula! J'ai coupé là. Non.